Jacinthe Varel est à Poudlard aujourd'hui pour nous livrer sa chronique dans un magnifique habillage livresque. Bonjour Jacinthe. Bonjour. Écoute, plein d'affaires. Je voulais te lancer avant qu'on parle de Valérie Plante là, sur l'élection de Pierre Poilievre hier. Heureuse de cette élection, de ton point de vue? Ben, c'est une bonne nouvelle qui a réussi à remporter le comté avec à peu près le même pourcentage que le candidat qui lui a cédé sa place pour cette élection partielle. Alors, c'est ce que je surveillais le plus, c'est le pourcentage d'appui à sa candidature. Dans des circonstances quand même particulières, hein, Élections Canada a obligé les électeurs à écrire le nom des candidats pour lesquels ils allaient voter plutôt que de cocher parce qu'il y avait trop de candidats. Il y avait plus de 208 candidats, je pense, qui se présentaient dans cette circonscription. Alors, ça a compliqué le processus électoral. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ils s'en tirent avec un 80,4 % d'appui, je pense, alors que le candidat précédent s'en était sorti avec 82 % d'appui. Le commentateur Brian Brighett, là, que je suis sur X, le disait il était à la recherche de la pire façon d'écrire le nom de Pierre Poilievre. Là, il demandait est-ce que quelqu'un peut m'envoyer des photos. C'était un peu drôle, évidemment. Bref, il fait son retour. Là, il va faire son retour prochainement là, parmi les autres élus à l'Assemblée canadienne. Donc, il faudra voir là, quelle stratégie adoptent les conservateurs pour l'automne. L'écart avec les libéraux, étrangement, s'est creusé, mais c'était peut-être lié au fait que l'opposition n'avait pas vraiment de chef. Là, il fait son retour. On va voir quel angle il choisit d'adopter. Tu voulais me parler, et j'avais hâte de t'entendre, de Valérie Plante qui dit vouloir un ministre de l'itinérance. Elle a même utilisé le mot « ONI », selon mes chums là, de gars, de Top Gun de l'itinérance. Que fait-on avec tout ça, Jacinthe? L'heure, elle est grave. L'heure, elle est grave. Merci, JP. Ben oui, la mairesse de Montréal qui demande à l'approche d'un remaniement ministériel, qui demande au gouvernement de François Legault de nommer un ministre à l'itinérance parce que la situation est grave. Et elle va même jusqu'à demander un Top Gun. Elle a été appuyée par le maire de Québec, Bruno Marchand, aussi, qui la soutient dans cette demande. Je suis découragée de voir les deux maires des deux plus grandes villes du Québec demander à ce qu'il y ait des Top Guns. Est-ce qu'on pourrait avoir une mairesse ou un maire à Montréal qui est un Top Gun de l'itinérance notamment? Et est-ce qu'on pourrait avoir la même chose à Québec? Il s'agit de leur responsabilité. Je trouve que c'est là un grand signe de déresponsabilisation de la part des maires. Oui, on comprend que l'itinérance est une problématique avec laquelle Québec doit aussi composer, Québec doit aussi contribuer, bien entendu. Mais quand on est rendu, qu'on a des maires et des mairesses qui se prennent pour des diplomates à faire des missions à l'étranger, à les serrer des poignées de main, non, mais c'est ça, là. Ils oublient c'est quoi le cœur fondamental de leur tâche. C'est quand même aussi un peu beaucoup la responsabilité du ministère de la Santé, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je sais pas, c'est pas que la responsabilité des maires et mairesses. Je veux dire, je suis totalement d'accord avec toi qu'ils en ont peu fait et qu'ils sont vite à pointer du doigt la responsabilité et la faute des autres. Mais ça reste l'itinérance, pour moi, un peu un mystère, entre guillemets, au sens où c'est beaucoup de gens qui doivent se coordonner pour essayer de faire une lutte efficace. Moi, évidemment, je te rejoins en cela que, j'ai déjà écrit là-dessus, je continue de le penser. Tu sais, faire la lutte à l'itinérance en tant que telle, ça a tendance à alimenter un certain type d'organisme qui a tendance à se reproduire. Il y a beaucoup trop d'organismes, il n'y a pratiquement pas de coordination. Peut-être, à la limite, là, je vais donner raison un peu à ces deux maires, mais peut-être qu'un ministre, éventuellement, pourrait faire du ménage, mais j'ai comme l'impression que le ménage devrait précéder la nomination d'un ministre et pas l'inverse. Parce que parallèlement à ça, aujourd'hui, Montréal a annoncé, vos dollars de taxes foncières au travail, une nouvelle dépense de 22 millions de dollars là, pour venir en aide à certains organismes dans le milieu de la lutte à l'itinérance. Puis ce qui est un peu particulier, puis c'est ce que j'appelle Pauvreté Inc., là, en fait, c'est que ces organismes, c'est quoi? Ben, c'est des gens qui votent pour Projet Montréal. Hein. Fait que c'est comme une espèce de détournement de fonds publics où finalement, l'année ou même quelques mois avant l'élection, on donne à ses petits amis quelques millions de dollars à se partager entre eux. Pourquoi? Ben pour s'assurer qu'ils votent pour le bon parti venu novembre. Et ça me rend quand même assez mal à l'aise là, à ce stade-ci, là, à quelques mois à peine de l'élection. Mais donc, si tu étais ministre ou si tu étais mairesse, toi, de Québec, tiens, dans la région du 418, tu ferais quoi pour lutter contre l'itinérance, Jacinthe?
On regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde et ce qui a fonctionné. Et moi, quand je voyage, c'est souvent ce que je fais. Je regarde qu'est-ce qui va mieux ailleurs, comment ils s'y sont pris. Là, en ce moment, je suis aux États-Unis depuis quelques jours et je regarde ce qui s'est fait dans plusieurs villes américaines et on n'a pas nommé de ministre à l'itinérance, dédié à l'itinérance. Il y a des villes qui ont pris en charge l'itinérance et il y a des façons de faire baisser concrètement et d'avoir des résultats sur la baisse de l'itinérance, notamment des techniques là, spécifiques comme le logement d'abord. Tout d'abord, on offre immédiatement un logement permanent à une personne sans abri, sans égard, sans exiger qu'elle soit sobre ou qu'elle ait réglé ses problèmes de santé mentale avant de la loger. Donc, on appelle ça le Housing First. Logement et d'abord, la ville de Houston et Milwaukee a réduit de 80 à 90% des personnes qui restent logées après 2 ans. Ça coûte moins cher que les hospitalisations d'urgence et les arrestations répétées. Là, il y a aussi le By Name List, la liste nominative en temps réel. Donc, à place de faire un recensement annuel, on liste précisément avec le nom de chaque personne en situation d'itinérance, qui est encore dehors, qui attend un logement, qui vient d'être logé, et on catégorise aussi l'itinérance pour pouvoir cibler si ce sont des vétérans, si ce sont des jeunes, si ce sont des personnes qui souffrent de troubles de toxicomanie ou de troubles de santé mentale. Donc, on catégorise et on cible les actions par sous-catégorie en ayant des listes nominatives en temps réel. Ça a fonctionné dans la ville de Rockford, en Illinois, notamment. Les master leasing ou des incitatifs aux propriétaires aussi. Donc, la ville loue en bloc des appartements auprès des propriétaires privés et sous-loue aux personnes sans abri. Et la ville offre aux propriétaires là, des garanties financières pour s'assurer là, qu'il n'y a pas pour payer les loyers en cas de défaut, puis des couvertures pour les dommages qui sont prévus. Il y a aussi la résolution des campements avec relogement immédiat. Donc, en amont, avant de démanteler des campements, là, on prépare des offres de logement d'avance pour s'assurer que lorsque on délocalise des personnes en situation d'itinérance, donc lorsqu'on défait un campement, ben on ne fait pas juste déplacer le problème parce que ces gens-là se retrouvent à la rue ailleurs tout simplement. On s'assure qu'on a travaillé au préalable une offre de logement. Bien sûr, il y a aussi les abris à bas seuil, donc réduire au minimum, avoir des chambres individuelles et avoir un système là, de logement à bas coût. Du financement stable et dédié aussi. Donc, par exemple, à Miami-Dade, depuis les années 1990, là, on a un pourcentage, 1% de taxes sur la restauration qui alimente le Homeless Trust. Alors, on a un fonds dédié à l'itinérance. Et on a aussi toujours, dans toutes les villes américaines où on a réduit de façon significative l'itinérance, on a toujours eu des tableaux de bord très chiffrés avec le nombre de personnes qui sont logées, les délais moyens pour offrir un logement. Donc, avoir en temps réel de la donnée, du data et suivre ça. Et ça, ben, on le fait avec des villes qui ont comme mission première et qui reviennent à leur mission première, c'est-à-dire que gérer les problèmes d'itinérance et les services de base aux citoyens avant de se lancer dans des grands projets d'envergure, parce que je vous rappelle, par exemple, à Montréal, qu'on vient de mettre sur pied là, des poteaux à côté du stade olympique pour un peu moins de 700 ou 800 000 $ qui ont été investis pour mettre des poteaux là, décoratifs avec une lumière sur le dessus pour qu'à partir du Mont-Royal, on puisse identifier là, l'avenue Pierre de Coubertin. On rembourse les produits d'hygiène féminins réutilisables, les couches réutilisables. On se lance dans toutes sortes d'initiatives où on disperse et on morcelle le budget public plutôt que de concentrer des gros efforts sur les problématiques fondamentales qui sont quoi? Les tuyaux, les infrastructures souterraines qu'on sait qu'on a laissé aller depuis plusieurs décennies et qui vont nécessiter des investissements massifs. Alors, plutôt que de morceler notre enveloppe publique, il faut la concentrer sur, notamment, entretenir nos infrastructures actuelles plutôt que d'en construire des nouvelles. Et, bien sûr, s'attaquer aux problèmes d'itinérance. Alors, on n'a pas besoin d'un nouveau ministre de l'itinérance. On a besoin de ministres, on a besoin de maires. Avec quelques milliers de fonctionnaires là, pour faire des programmes. Là, ça serait quand même pas mal. Ceci dit, beaucoup des choses que tu énonces vont quand même avoir besoin d'un peu de main-d'œuvre, il faut le reconnaître. J'ai quand même le sentiment, comme je le disais un peu plus tôt, que la main-d'œuvre, elle est là, elle est juste totalement désorganisée et morcelée entre une myriade de petits organismes. Et c'est là où je pense que ça aurait le plus d'impact d'agir. Fred Bastien, toi? Oui,
ben, il y a quelqu'un qui nous regarde, nous écrit, là, qui soulève la question qu'aux États-Unis aussi, là, récemment, on a fait descendre l'armée dans les rues. Là, bon, ben, c'est peut-être un peu intense. Est-ce qu'on devrait aller jusque-là, Jacinthe? Ben non, il y a des efforts à faire avant ça. Il y a plusieurs villes américaines qui ont démontré là, qu'il y a des systèmes qui fonctionnent bien avant d'en arriver à l'armée. L'armée aussi est utilisée pour d'autres problématiques, notamment là, l'immigration sans papier. Alors ça, c'est c'est une autre catégorie de personnes sans-abri, là. Mais justement, commençons par avoir du data sur qui sont nos personnes sans-abri plutôt que faire des recensements annuels qui servent absolument à rien, là, à part se doter d'un chiffre là, qu'on va utiliser pendant un mois ou deux pour dire que ça a augmenté par rapport à l'année dernière, mais finalement, on se sert pas de ces chiffres-là. Et je rappelle aussi que j'ai parlé des poteaux là, à la Ville de Montréal, mais la Ville de Québec a injecté aussi 1 million de dollars dans un carrefour de l'eau où il y a des entrepreneurs dans le secteur de l'eau, dont plusieurs entreprises américaines pour faire notamment, là, on en parlait sur d'autres tribunes, mais de faire de la bière à partir d'eau usée là, pour sensibiliser les gens sur l'eau. Il y a toutes sortes d'initiatives comme ça là, à bonne vertu là, qui paraissent très bien, qui font paraître très bien les maires. Mais savez-vous quoi, chers maires de Montréal et de Québec, vous paraîtriez à votre meilleur si vous vous occupiez d'abord et avant tout des infrastructures qui sont en place pour servir les citoyens et s'occuper de l'itinérance à place de balayer ces problématiques dans la cour du palier supérieur gouvernemental. Évidemment, comme je dis souvent, c'est comme un peu la mort par un millier de coupures, hein, au sens là, du papier. Là, c'est comme un petit 100 000 là, un petit 700 000 là, 1 million. Oui. Là, puis là, finalement, sur un mandat de 4 ans, ça finit par être des dizaines, des centaines de millions de dollars. Le problème, c'est pas chacune de ces initiatives-là prises isolément qui, à l'échelle d'une ville, c'est pas tant d'argent, mais c'est qu'il y a, comme tu dis, c'est une forme de dispersion, de totale perte de focus. Puis j'ai comme le sentiment, peut-être pour revenir un peu la manière dont on fait de la politique quand même ici, c'est que on veut toujours annoncer de quoi, on veut toujours des beaux petits poteaux vus du Mont-Royal, puis là c'est comme parce que les affaires comme l'itinérance qui méritent notre attention puis qui sont complexes puis qu'il faut qu'on passe du temps puis qui sont pas spectaculaires, ça prendrait du temps puis ce serait pas visible puis les politiciens n'existent en tout cas heureusement ou malheureusement qu'en étant toujours dans la gesticulation puis ce qui fait qu'ils adressent jamais, ils attaquent jamais vraiment aux problèmes complexes. Ils vont juste démultiplier les niaiseries. Puis ça donne évidemment des mandats comme ceux qu'on a vus à Québec et à Montréal depuis quelques années qui mènent à rien, malheureusement, qui mènent à une forme de stagnation puis de manque d'ambition. J'ai bien hâte, évidemment, qu'on tourne la page là, puis qu'on passe à autre chose. Puis c'est vrai, évidemment, à Québec également, mais ça, c'est une autre paire de manches. Jacinthe Ève, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Merci.